Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Après la confirmation de son élection à la présidence de la Cour suprême du Kenya, William Ruto dit vouloir répondre aux attentes de la population. Une population impatiente, elle, de reprendre le cours normal de sa vie. De nombreux élèves ont repris le chemin de l'école en RDC, mais dans l'est du pays, miné par des conflits, certains n'ont pas pu retourner à l'école. Leurs salles de classe sont occupées par des déplacés internes. Un vrai casse-tête pour les autorités locales. Des pâtes et des nouilles à base de manioc, cela est possible et nous le verrons au Nigeria avec une jeune entreprise qui s'est lancée dans la production de ces produits sans gluten et surtout vendus à des prix abordables. Et voilà pour les titres. William Ruto, président élu du Kenya, a déclaré qu'il va s'efforcer de répondre aux attentes de la population. La Cour suprême du pays a confirmé sa victoire à l'élection présidentielle, rejetant à l'unanimité les recours de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Les Kenyans, eux, sont impatients de reprendre le cours de leur vie après la confirmation par la plus haute juridiction du pays de la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août dernier. Les détails avec Dili Diko. La décision de la Cour suprême kenyane a mis un terme à des semaines de controverses et d'incertitudes. Et déjà, les Kenyans sont pressés de mettre les élections derrière eux. C'était une décision splendide parce que nous devons passer à autre chose. Nous ne pouvons pas vivre dans des tribunaux pour le reste de notre vie en parlant d'élections. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Contrairement à ce fonctionnaire retraité, Betty Atiende, une vendeuse de rue, n'est pas contente de cette décision. Mais elle est d'avis qu'il est grandement temps de tourner la page. Je n'ai pas été satisfaite de la décision du tribunal, mais je ne peux rien y faire. Nous devons continuer à vivre notre vie. Raila Odinga s'est finalement incliné face à la victoire de William Ruto en disant respecter le verdict, même s'il le désapprouve avec véhémence. Pour Romary Nyaboke, une conductrice de bus, l'heure n'est plus à la politique. Il faut désormais retrousser ses manches et se mettre au travail. Je voudrais que la vie continue, que nous reprenions le travail parce que cela a été une période difficile pour travailler lorsque l'affaire était à la Cour suprême. Nous aimerions que William Ruto prête serment, qu'il se mette au travail. Nombreux sont les Kenyans qui se disent soulagés de voir le feuilleton électoral prendre fin et impatients de voir les nouveaux dirigeants s'atteler à améliorer leurs conditions de vie. La chose la plus importante est de réduire le coût de la vie afin que nous puissions obtenir de la nourriture à un prix abordable. Le Ruto devrait également viser à mettre fin à la corruption. William Ruto, qui s'est fait le porte-étendard des débrouillards du petit peuple, a prôné une économie du bas vers le haut. Il hérite d'un pays en proie à l'inflation, à une envolée de la dette et à une corruption endémique. Le département d'État américain a félicité dans un communiqué William Ruto pour sa victoire, Raila Odinga pour avoir respecté la décision de la Cour suprême et le peuple kényan pour la conclusion d'un processus électoral pacifique. C'était la rentrée des classes hier, lundi en RDC, mais dans l'est du pays, miné par des conflits, certains élèves n'ont pas pu retourner à l'école car leurs salles de classe sont occupées par des déplacés internes. C'est le cas dans le territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu. Un véritable casse-tête pour les autorités locales qui promettent de prendre le problème à bras-le-corps. Voyons cela avec Abdourahmane Dia. La rentrée des classes est habituellement un jour de joie, de retrouvailles pour les élèves. Mais ici dans le territoire de Rutshuru, cette école par exemple n'a pas pu accueillir les apprenants, d'où le désarroi des parents.
ici, à l'entrée de la rue qui mène vers l'école, que je suis obligée de m'arrêter alors que je pensais amener mes enfants à l'école. Les déplacés ont pris leur décision disant que nos enfants ne vont pas étudier alors qu'eux, ils n'ont pas où dormir. C'est pourquoi je suis ici. Étonnée, je me demande si mes enfants ne vont pas devenir des enfants de la rue. Je suis choquée. Plus de 450 familles sont hébergées dans un stade, mais pour ces déplacés qui ont aménagé dans les salles de classe de cet établissement, il n'y a pas d'autre choix. Nous vivons ici car nous n'avons nulle part où aller. Cette classe est notre maison. Maintenant, on veut nous chasser d'ici. Pour aller où maintenant? Nous ne voulons pas dormir à la Belle Étoile. Nous sommes des déplacés de guerre. Si c'est un sentiment de déception qui anime les parents et les élèves qui s'attendaient à reprendre l'école ce lundi, les déplacés, eux, ne demandent qu'une chose, la fin de la guerre pour repartir chez eux. Avant de fuir la guerre, nous étudions en toute quiétude à Djomba. Maintenant, nous souffrons ici. À Djomba, nous obtenions même 100% de réussite à l'examen d'État, mais à cause de cette guerre, nous avons échoué et raté nos diplômes de baccalauréat. Nous avons donc tout perdu et maintenant nous exigeons la fin de cette guerre. Sinon, même les élèves d'ici à Rutshuru ne vont pas étudier. Les autorités locales se disent conscientes du problème. Elles jouent à l'apaisement et promettent une solution. Bon, c'est très préoccupant. Ce matin, il y a des enfants qui étaient venus jusqu'ici, qui réclamaient, c'est normal, ce sont des enfants, on doit les écouter. Et nous, en tant que parents, ce sont mes enfants. Nous devons trouver une solution. La solution, c'est par rapport aux stratégies que nous sommes en train de monter pour que tous aillent à l'école. Bien sûr, ceux qui sont ici et ceux qui sont déplacés en interne sont tous des enfants, ils doivent étudier. Nous allons tout faire, ils iront à l'école. À Rutshuru, l'armée congolaise et les casques bleus affrontent les rebelles du M23, une ancienne rébellion vaincue en 2013 qui a ressurgi en fin d'année dernière, causant un déplacement massif de population. Défis éducatifs en RDC, défis sécuritaires au Burkina Faso. L'attentat qui a tué 35 personnes, dont plusieurs enfants au Burkina Faso, donc, est la preuve qu'il faut poursuivre le combat contre les groupes armés qui refusent la main tendue. C'est ce qu'a estimé mardi le président burkinabé au lendemain de l'attaque. Hier, l'explosion d'une bombe artisanale au passage d'un convoi de ravitaillement entre Djibo et Bourzanga a fait au moins 35 morts et 37 blessés civils. Selon le communiqué du gouverneur de la région, il s'agissait d'un convoi de ravitaillement escorté en partance pour Ouagadougou, la capitale du pays. À Ouagadougou, des initiatives citoyennes jeunesse ou jeunes se multiplient. C'est le cas de celle qui permet à des milliers de femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école d'être alphabétisées. Après 2 ans de formation, ces femmes savent désormais lire et écrire. Vous le verrez dans ce reportage, leur vision et leur perception du monde changent aussi et l'impact est réel dans leur activité, nous dit Lamine Traoré, notre correspondant sur place. Sortie ouest de Ouagadougou, Zaktouli. Nous sommes dans une école de la Fondation Faso Persévérance. Des femmes non scolarisées sont en quête du savoir. Cette classe compte au moins 135 élèves. Enfants sur les pieds, elles apprennent à lire, à écrire et à compter. Tout va pour le mieux. C'est facile, souvent c'est dur, mais j'aime bien. Par rapport à l'école, avec les enfants, elles ont appris à lire, à écrire, à compter, à écrire leur nom, à écrire leur numéro. C'est la fin des cours pour ce jour. Cette dame retourne à la maison. Elle mène un petit commerce dans le quartier. Retrouver le banc de l'école l'a beaucoup aidé dans cette activité. On apprend à lire, à compter et puis à écrire. Arriver à la maison, si je fais ça là, je peux compter, à donner les boutiques. Et puis c'est tout. Depuis qu'elle a commencé à apprendre, maintenant elle sait lire, à écrire. Le monde d'aujourd'hui, il faut connaître un peu, même si ce n'est pas beaucoup. Savoir écrire ton nom. L'initiateur de ce projet, c'est ce jeune homme. Nous le retrouvons dans son bureau.
L'alphabétisation, c'est un élément majeur du développement personnel. Et pour un pays comme le nôtre, où il y a 51 femmes pour 49 hommes, c'est très urgent. Les femmes ici au Burkina font partie de la frange vulnérable et surtout les femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Donc aujourd'hui, la vision, c'est d'accompagner les femmes de façon globale à ce qu'elles aient les outils de leur développement. Nous allons vaincre le terrorisme et la pauvreté. La Fondation Faso Persévérance compte à ce jour plus d'une dizaine d'écoles réparties dans des quartiers périphériques de Ouagadougou et dans d'autres localités du pays. En 2021, plus d'1 millier de femmes ont été alphabétisées. Pour l'année 2022, la Fondation en est déjà à 1800. Pour la rentrée prochaine, plus d'une centaine d'écoles seront fonctionnelles et l'objectif, c'est d'ouvrir plusieurs centaines d'écoles au profit de milliers de femmes. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Comme quoi une femme qu'on éduque est un pays qu'on gagne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a loué lundi l'Algérie, un des fournisseurs en gaz de l'Europe, comme un partenaire énergétique fiable au moment où le vieux continent est en proie à une pénurie d'énergie causée par la crise ukrainienne. C'était à l'issue d'un entretien à Alger avec le président Abdelmadjid Tebboune. L'Europe fait face à un manque de gaz qui se profile cet hiver avec l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par la Russie. L'Algérie, dont les réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2400 milliards de mètres cubes, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe contre 47% pour la Russie. Il est le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e mondial. Suivons Charles Michel. Considérer que dans les circonstances internationales que l'on connaît, la coopération en matière énergétique est évidemment essentielle et nous voyons dans l'Algérie un partenaire fiable, loyal, engagé sur le terrain de cette coopération en matière énergétique. Et puis, nous avons une ambition commune pour la stabilité, pour la sécurité, pour la prospérité. C'est une réunion qui est fructueuse, c'est une réunion qui a été utile et je suis extrêmement optimiste que, au départ, des valeurs qui sont partagées par l'Union européenne en respectant les ambitions et les priorités de l'Algérie. Et puis, une mission de la Cour pénale internationale séjourne depuis lundi soir en Guinée. Elle doit évaluer les préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009. Les émissaires de la CPI auront des entretiens avec les autorités judiciaires et l'association des victimes. Notre souhait est que ce procès se tienne pour ne pas amener la CPI à exercer sa compétence. Nous sommes là pour accompagner ce processus et assurer la réussite de ce procès, a expliqué Mme Mandiaye Niang, procureur adjoint à la CPI et chef de la mission. Le président Mamadi Doumbouya a instruit la justice de tout faire pour que le procès s'ouvre avant le 13e anniversaire, mais aucune date n'a encore été fixée. Également dans l'actualité ce soir, Mike Hammer est en Éthiopie. L'émissaire américain tente de mettre fin au conflit dans le nord du pays où de très intenses combats se poursuivent selon les rebelles de la région du Tigré, a indiqué ce mardi un porte-parole de l'ONU. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait annoncé ces derniers jours la venue de M. Hammer en Éthiopie pour y réclamer une cessation immédiate des hostilités et le début de pourparlers de paix. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août aux frontières du Tigré entre le gouvernement, autant pour moi, fédéral éthiopien et les rebelles du TPLF. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces nouvelles hostilités. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique.
Et on en vient donc au Tchad. Le Tchad qui connaît ses précipitations saisonnières les plus abondantes depuis plus de 30 ans. Des inondations ont rendu certaines parties de N'Djamena inaccessibles ou presque. Des milliers de personnes ont dû fuir leurs maisons inondées au cours du mois dernier pour trouver refuge dans des abris de fortune. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo. Des rues transformées en rivières. Certains quartiers de N'Djamena ne peuvent désormais être parcourus qu'en pirogue. Le Tchad n'avait pas vécu une telle situation depuis 3 décennies. Dans le 8e arrondissement de la capitale, les familles s'entassent dans des barques en bois pour traverser des rues inondées d'eau fétide depuis fin juillet. Aucun quartier du district n'a été épargné par les inondations cette année. C'est vraiment triste de voir tant de gens souffrir. Il faut trouver de toute urgence une solution pour évacuer toutes ces eaux. Au Tchad, les inondations ne sont pas rares pendant la saison des pluies, mais cette fois-ci, les pluies sont arrivées plus tôt et plus abondamment. Les canaux de drainage ont été rapidement submergés. Selon l'Agence météorologique nationale, le pays n'a pas connu ce niveau de précipitation depuis 1990. Des villes entières se sont retrouvées sous les eaux. D'après les agences d'aide, des milliers de personnes ont été forcées de fuir leur foyer au cours du mois dernier. Dans le 8e arrondissement, certains ont trouvé refuge dans une école. Je suis veuve avec des enfants. Notre maison s'est effondrée à cause des inondations et maintenant nous sommes sans abri, sans argent. Nous sommes ici depuis 3 semaines et personne ne vient nous aider. Nous sommes à la merci des moustiques, nous n'avons pas de nourriture et certains d'entre nous ont le paludisme. Nous demandons l'intervention de la part du gouvernement pour d'abord le problème alimentaire qui se pose pour le moment. Et nous avons les problèmes sanitaires qui se posent également. Et nous avons les problèmes d'eau qui se posent également. Et les problèmes de couverture avec les moustiques. Et il n'y a pas le lieu quand la pluie tombe. Quand la pluie tombe, il n'y a pas le lieu pour que les gens se refugent. Toutes les classes sont pleines. Le maire de N'Djamena soutient que le gouvernement a mis en place un comité de crise pour fournir de la nourriture, des couvertures et des kits de santé. Ces dernières années, les inondations ont été plus fréquentes en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'initiative mondiale d'adaptation Notre-Dame estime que cela est dû, entre autres, à des précipitations intenses et une mauvaise planification urbaine dans les pays les plus vulnérables au changement climatique. De N'Djamena à Dakar, plusieurs pays ont connu des précipitations supérieures à la moyenne au cours du dernier mois, laissant de vastes zones submergées. Une actualité qui inonde les États-Unis. Ici aux États-Unis, donc, un expert indépendant doit être nommé pour passer en revue les documents saisis par le FBI en août dernier au domicile de l'ancien président Donald Trump. Le juge Allen Cannon a ainsi accédé à la demande de l'ancien président par cette décision qui interdit temporairement aux enquêteurs fédéraux d'utiliser dans le cadre de leur enquête criminelle les documents saisis dans la résidence de Donald Trump en Floride. La juge Cannon écrit dans sa décision que la nomination du superviseur indépendant sera faite sans tarder, demandant au parti de venir avec une liste de noms potentiels pour une audience prévue vendredi. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les dérèglements climatiques et comment y faire face. Inondations records au Niger, au Sénégal, dans le Mississippi et au Pakistan. Dans les 4 coins du monde, les infrastructures d'assainissement ont du mal à contenir les quantités d'eau records se déversant sur les villes. Au même moment, la Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse et une grave famine due au manque de pluie. Qu'est-ce qui explique ces conditions climatiques extrêmes? Le phénomène est-il irréversible et comment limiter son impact sur les populations? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Rendez-vous à ne pas manquer. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le Comité international de la Croix-Rouge a lancé un transfert en espèces en Somalie pour aider les familles déplacées touchées par l'aggravation de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Cette année, la sécheresse a coïncidé avec une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et du carburant, imputé à la guerre en Ukraine. C'est un récit de Dili Diko. Les familles des régions de la Somalie touchées par le conflit reçoivent des dons en espèces pour les aider à faire face à la sécheresse et à la hausse de l'inflation. Cette aide d'urgence est la première d'une série de paiements mensuels destinés à aider les personnes chassées de chez elles par la grave sécheresse. Environ 150 000 familles ont déjà bénéficié du plan d'assistance en espèces par téléphone portable. Chaque famille a reçu 90 $ pour couvrir le coût de la nourriture ou d'autres articles de base dans le cadre du programme géré par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Lorsque Dadir Ahmed Adan a reçu cette aide, il dit avoir utilisé 50 $ pour ouvrir une petite boutique et le reste pour acheter de la nourriture pour sa famille. Il vit au camp depuis le mois de juin. J'ai quitté la région de Bakoul après que mon bétail a péri à cause de la sécheresse. Les pluies ont manqué pendant 3 ans, alors les animaux sont tous morts. La sécheresse a duré pendant 4 années consécutives. L'impact économique de l'absence des pluies sur les communautés vulnérables est aggravé par le conflit et la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. L'aide en espèces vise à aider les plus vulnérables à survivre et à minimiser leur endettement. Notre transport de Bakoul à Beledweyne se faisait à crédit. J'ai remboursé ma dette au chauffeur après avoir reçu l'argent du CICR. Avec les prochaines pluies prévues en octobre, les familles rurales privées de leurs moyens de subsistance continuent de fuir vers les villes en espérant recevoir l'aide de parents ou de groupes humanitaires. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées en mai, 100 000 en juin et 83 000 en juillet selon les Nations Unies. Depuis janvier 2021, plus d'1 million de personnes auraient été déplacées à cause de la sécheresse. Pour aider les habitants à faire face à l'aggravation des crises climatiques, des coopératives agricoles reçoivent des semences résistantes à la sécheresse, des outils agricoles, des formations et de l'argent pour le carburant nécessaire à l'irrigation. Nous faisons cela pour maintenir leur activité agricole malgré les sécheresses qui surviennent. Pour les éleveurs, la perte de bétail est chose courante depuis que la végétation et les pâturages, sources de nourriture pour les animaux, sont devenus difficiles à trouver. En plus des aides en espèces aux personnes vivant dans les régions arides de la Somalie, le CICR s'occupe de la remise en état de forages et de puits et soutient également les services de soins de santé primaires. Et allons au Nigeria où la société Al Dente Food produit des pâtes et des nouilles artisanales à partir du manioc, une plante largement cultivée en Afrique de l'Ouest. La propriétaire d'Al Dente, René Chooks, mise sur ces produits sans gluten et surtout moins chers que les pâtes classiques alors que le pays est en proie à une forte inflation des denrées alimentaires. Claire Morin-Gibour. C'est en 2020, pendant la quarantaine imposée par la pandémie du coronavirus, que la chef Renée Chooks a commencé à expérimenter la fabrication de pâtes à base de manioc dans sa cuisine de Lagos. Elle utilise des cultures locales comme le manioc et le plantain pour produire des pâtes artisanales infusées d'herbes. Nous avons regardé localement pour trouver un type de produit que nous avons, que nous aimons et que nous mangeons tous les jours. Le manioc est très présent et il sera toujours utilisé de différentes façons. Nous avons donc commencé avec ça et si nous avons du succès, tout le reste suivra. Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs mondiaux de manioc, un légume racine riche en minéraux et en vitamine C. Capable de résister aux rongeurs et aux insectes et de s'adapter au changement climatique, le manioc est cultivé tout au long de l'année, ce qui le rend préférable aux autres cultures vivrières saisonnières.
Quant à sa consommation, si le manioc peut être consommé directement bouilli, les tubercules peuvent également être transformés en farine, amidon ou gari, un aliment de base nigérian consommé avec de la soupe. Ils utilisent le manioc pour faire beaucoup de choses. Ils produisent de l'amidon à partir du manioc. Ils en font de la farine, ils en font de la pâte croustillante et tant d'autres dérivés. René Chucks pense que l'Afrique devrait utiliser davantage ses cultures locales pour aider à améliorer la sécurité alimentaire sur le continent. Le besoin de manger ce qui pousse sur notre terre, la nécessité de sécuriser la nourriture sur notre terre, de ne pas dépendre de l'extérieur, mais plutôt de créer de l'intérieur et ensuite de partager avec le monde la bonté que nous avons. Les pâtes à base de blé sont un aliment de base au Nigeria et René Chucks espère une bonne croissance de la consommation de ces pâtes alternatives sans gluten. À une échelle plus large, le manioc peut permettre d'accroître la sécurité alimentaire et de réduire sa facture d'importation alimentaire, souligne la chef nigériane. Et voilà du coup qui donne envie de manger. Mais avant cela, allons parler des sacs plastiques qui sont désormais un combustible courant dans les bidonvilles de Nairobi où l'inflation aggrave les conditions de vie. Les habitants vivant dans une extrême pauvreté ne peuvent plus se permettre d'acheter du charbon de bois ou du bois de chauffage. Conséquence, les fumées sont non seulement mauvaises pour l'environnement, mais aussi extrêmement dangereuses pour leur santé. Eric Manirakiza. Korogocho est l'un des plus grands bidonvilles du Kenya situé dans la capitale Nairobi. En Swahili, Korogocho signifie entasser épaule contre épaule. Environ 150 000 personnes vivent ici. En raison de l'inflation, les habitants ont recours au plastique, également appelé sac de jute, pour cuisiner en dépit des problèmes sanitaires et environnementaux évidents. Peris Nyambura est mère de 3 enfants. Elle vit à Korogocho depuis 20 ans. Sa maison n'a pas de fenêtre, donc la fumée émanant du plastique reste piégée à l'intérieur de l'unique pièce qui sert de salon, de chambre et de cuisine. La vie a été difficile et je ne peux pas me permettre d'acheter du charbon de bois. Je cuisine pour mes enfants avec des sacs en toile de jute que je récupère sur la décharge. J'ai peur pour ma santé car j'ai des douleurs à la poitrine. Cette maison n'a pas de fenêtre, les fumées des sacs de jute ne partent pas. Elles restent dans cette maison. Les conditions de vie caractérisées par une extrême pauvreté ont été amplifiées par la flambée du coût des combustibles tels que le charbon de bois et le gaz. Les familles remplacent donc le charbon de bois par des sacs en toile de jute pour cuisiner leur repas. Les restaurants ont également fait le pas. Monica Wanjiru gère un restaurant depuis 15 ans. J'avais l'habitude de cuisiner avec du bois de chauffage, mais quand il est devenu cher, j'ai commencé à cuisiner avec du marron d'eau, donc des sacs en plastique parce qu'ils sont bon marché. Depuis que j'ai commencé à utiliser ce marron d'eau, je n'ai entendu aucune plainte de qui que ce soit. Les sacs en plastique génèrent des niveaux élevés de gaz potentiellement dangereux et au-delà de la santé humaine, les fumées ont également un impact négatif sur l'environnement. La combustion des plastiques a beaucoup d'effets graves. Lorsque vous brûlez des plastiques, cela produit de la souille noire. Celle-ci est une composition de plusieurs gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Ce sont ces gaz qui sont principalement responsables du réchauffement climatique. Les maisons typiques de Korogocho sont faites d'un toit en tôle ou en fer ondulé et de murs en terre ou en fer ondulé. Les femmes colmatent les trous dans la toiture pour réduire l'exposition au niveau élevé de pollution atmosphérique et minimiser le risque d'infections respiratoires et d'autres maladies pour leurs proches. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.